Pour l'accueil des élèves à partir du 22 juin se fait toujours attendre. La version définitive est attendue d'ici ce soir. Par ailleurs, c'est aujourd'hui que les députés examinent un projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet avec une période transitoire jusqu'à l'automne. Cet appel à présent des pédiatres. Les parents sont invités à ramener les enfants chez eux. Pendant le confinement, beaucoup ont déserté les cabinets médicaux. Résultat, dans bien des cas, les vaccins ne sont plus à jour et certains virus comme la rougeole commencent à faire leur apparition et ils sont très dangereux pour les nouveau-nés. Tous les yeux sont tournés vers la Chine depuis quelques jours. La ville de Pékin se reconfine avec l'apparition de nouveaux cas de Covid-19 dans la capitale chinoise, plus de 200 cas. Conséquence, toutes les écoles sont à nouveau fermées, 21 quartiers sont en quarantaine et plus globalement, il est demandé aux habitants de ne pas quitter la ville. Des milliers de vols ont été annulés depuis les aéroports de Pékin. Sport et football, l'OL devrait pouvoir jouer son 8e de finale retour de la Ligue des Champions à Turin début juillet. Dès aujourd'hui, le comité exécutif de l'UEFA se réunit pour reprogrammer les phases finales de la compétition. Elle avait dû être stoppée face à la crise sanitaire. On attend aussi les détails sur l'organisation des quarts de finale en forme de tournoi à 8 au Portugal avec notamment le PSG. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue, c'est Rendez-vous avec la culture aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un ouvrage, d'un livre qui vient de sortir il y a quelques jours, l'épopée de l'Université de Saint-Étienne, 1969-2000, avec un point d'interrogation, un livre de Jean-Luc Foury. Jean-Luc Foury, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Et qui nous regardent maintenant avec la modernité. Qui nous regardent. Alors, on est très heureux de vous accueillir parce qu'on parle dans Saint-Étienne, dans toute la région, tout le monde me parle de cette fameuse... Vous m'avez dit avant de commencer que c'était même pas une fusion, on allait nous manger par Lyon. Donc on va revenir sur cette épopée de l'université stéphanoise et on va aussi parler de cette fameuse absorption par Lyon. Alors d'abord, première question, Jean-Luc Foury, comment allez-vous? Ça va. Je vais mieux que l'université de Saint-Étienne. Ouais. Je vous dis ça parce qu'on a passé quelques semaines compliquées avec le Covid. Mais on y reviendra en fin d'émission, je pense. Ma santé est meilleure que celle de l'université. Très bien. Votre parcours, c'est quoi alors? J'ai vu que vous étiez à la communication de l'université, là vous êtes en retraite, mais quel est votre parcours à la base? Déjà, vous êtes né à Saint-Étienne? Moi, je suis stéphanois d'origine et toujours passionnément stéphanois. J'y ai fait mes études, ça a été la base un peu de... Comme pour beaucoup de jeunes dans ma situation, qui sont des enfants de familles ouvrières, qui n'auraient jamais pu faire d'études supérieures sans l'existence d'une université à Saint-Étienne, j'ai eu la chance de pouvoir commencer mes études au collège littéraire universitaire de Saint-Étienne en histoire. Et j'ai eu une chance fabuleuse parce que plus j'avançais dans les études, plus l'université mettait en place l'année suivante, ce qui fait que j'ai pu faire la totalité des études dans ce qui était au départ le collège littéraire et qui est devenu, après mai 68, l'université de Saint-Étienne. Donc j'ai eu un fort attachement à cette université parce que sans elle, je n'aurais pas accédé à l'enseignement supérieur et je n'aurais pas eu la vie et la carrière que j'ai pu avoir. J'y suis très attaché aussi parce que j'y ai fait la quasi-totalité de ma vie professionnelle, 35 ans, jour pour jour. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et quand vous étiez dans vos études, c'était le métier que vous vouliez faire? Vous vous destiniez à faire ça comme métier? Ou alors ça s'est fait un peu au fil du chemin? Quand on commence ses études, on n'est jamais très précis après le bac sur ce qu'on veut faire comme métier. On choisit une filière qui vous plaît. On fait de l'histoire, donc on a l'idée de peut-être être enseignant, mais c'est pas sûr. Pourquoi pas aussi journaliste? C'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit, ça m'aurait plu. Et puis, au fil du temps, on réfléchit. Au moment de choisir une insertion professionnelle, je me suis dit que finalement, une carrière de fonctionnaire me déplairait pas. À l'époque, on gagnait beaucoup plus d'argent dans le privé. Hein, il y a beaucoup de gens comme ça. Et que pour choisir la fonction publique, il fallait quand même une motivation. Une fibre... sans vouloir faire de grands discours. Servir l'État? Sans vouloir faire de grands discours, plutôt le service public. Oui, le service l'État, public. Si vous voulez. Servir le public, alors. Voilà, au sens noble du terme. Le service public.
Donc j'ai passé un concours administratif qui m'a conduit assez rapidement à l'université de Saint-Étienne et j'ai eu un parcours alors au niveau professionnel dans des tâches dans un premier temps plutôt, je dirais, juridiques et de gestionnaire, avant de m'orienter pour les 25 dernières années de ma carrière sur la communication, poste que j'allais dire que j'ai créé, qui a été créé par le président de l'université à ce moment-là, puisque c'était très rare dans les universités françaises, ce type de service, et sur lequel il m'a nommé et sur lequel je suis resté jusqu'à mon départ à la retraite. Et quand on fait de la communication pour l'université, c'est quoi le rôle de cette communication? C'est de faire connaître l'université, c'est de faire savoir ce qui s'y passe. C'est quoi le rôle exactement? Quel était votre rôle exactement? Oui, exactement ça. C'est de faire connaître la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dit que tout agent public est tenu de rendre compte à la société de son administration. Mais pour une administration elle-même, c'est la même chose. Il y a obligation pour une université, comme pour tout service public, de faire savoir au public ce qu'elle fait. Et pour une université, c'est d'autant plus important que souvent ce qu'elle fait est d'une part très intéressant, mais en même temps très caché. Ce qui se fait dans les laboratoires de recherche, par exemple, le grand public n'y a pas accès. Et c'est parfois difficilement accessible. Il faut donc un médiateur qui va expliquer au grand public l'intérêt des travaux qui se font dans un laboratoire de recherche, travail de médiation et de vulgarisation que le chercheur lui-même est parfois mal placé pour faire, parce que les mots qui lui viennent à la bouche sont toujours les mots de spécialistes. Trop compliqué pour le grand public. Qui ne sont pas perceptibles par le grand public. Donc, un travail de communication dans les universités, c'est fondamental. Et faire comprendre aux citoyens l'importance d'une université dans l'environnement, sur le territoire, pour, comme on dit, l'élévation du niveau culturel moyen de la population. Ça semble presque péjoratif de le formuler comme ça, mais pour permettre la promotion sociale, individuelle et collective des individus qui y vivent et de l'ensemble du territoire, c'est fondamental. Quels sont les étudiants qui viennent dans cette université? Est-ce que c'est des gens qui viennent de toute la France et il y a même des étudiants étrangers? Je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Oui, alors pendant très longtemps, dans les premières années, le recrutement était aux 3/4 sur le département de la Loire. Il fallait que l'université se fasse connaître d'une part, et puis surtout qu'il y ait un lieu d'accueil pour tous ces jeunes du département qui voulaient faire des études supérieures et qui sinon étaient obligés de s'exiler à Lyon ou ailleurs, à Clermont ou ailleurs. Et au fil du temps, plus l'université a mis en place des diplômes pointus, originaux, qui n'existaient pas forcément ailleurs, ou des filières, comme la filière d'art plastique, par exemple, pour laquelle l'université de Saint-Étienne a été la première à mettre en place cette filière dans tout le grand quart sud-est de la France. À partir du moment où vous mettez en place des filières ou des diplômes de ce type, vous drainez très loin. Et actuellement, au niveau des étudiants étrangers, par exemple, ça fait longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années déjà, qu'il y a plus de 100 nationalités étrangères présentes à l'université de Saint-Étienne. Ce qui veut dire que ça y a des gens qu'il faut loger, des gens qu'il faut nourrir. Oui. Ça amène beaucoup d'attractivité à notre centre-ville. Ça amène beaucoup d'animation. Et vous n'avez qu'à vous promener, par exemple, dans la Grande Rue, autour du campus Tréfilerie, pendant l'année universitaire et pendant les mois de vacances. Ben, vous voyez tout de suite l'impact d'une université sur son environnement. C'est pas du tout la même animation. Une autre question un peu technique, toutes ces filières que vous avez mises en place à l'université, comment on s'inspire là? C'est des demandes ou alors on s'inspire de son territoire et des besoins un peu du territoire? Alors, la réponse a été donnée dès le deuxième président de l'université, qui était François Thomas, qui a succédé à Pierre-Roger Gossin, qui était le président fondateur. Dans son discours d'investiture devant le conseil d'administration de l'université, avant son élection, Thomas dit « Il nous faudra mettre en place des diplômes qui permettent à nos étudiants de trouver des débouchés rapidement dans les entreprises de la région et donc que nous soyons connectés aux besoins de notre environnement en matière économique et sociale. » Et ça, c'est la clé de tout. De la réussite, j'allais dire. Il faut voir quels sont les métiers d'avenir et en même temps les métiers où on peut s'employer assez vite sans attendre 15 ou 20 ans. Parce que les métiers d'avenir, c'est bien beau, mais il faut être toujours dans le présent. Donc voilà la démarche qui a toujours été celle de l'université. D'abord pour la formation, pour les diplômes, pour les étudiants, parce que c'était la priorité dans un premier temps, mais ensuite aussi en matière de recherche. C'est-à-dire que les laboratoires de recherche qui se mettent en place
On a cherché à faire en sorte qu'ils soient connectés au territoire. L'exemple type, c'était l'existence dans la région d'une entreprise très performante en matière d'optique, qui était l'entreprise Ingénieux à Saint-Éan, qui maintenant s'appelle Thales. Eh bien, lorsque les scientifiques stéphanois de l'université se sont dit, il faut qu'on cherche des créneaux pour être performants et originaux par rapport à Lyon et par rapport aux autres universités françaises, ils ont foncé sur l'optique, grâce à la présence d'Ingénieux. Et ce partenariat avec d'autres entreprises aussi, parce qu'il n'y a pas qu'Ingénieux dans le domaine de l'optique, il y avait aussi toute l'optique de la manufacture d'armes, qui était très peu connue, mais extrêmement performante. Ça veut dire que c'est les viseurs? Alors, il y a les appareils de vision nocturne, Ouais. des choses très utiles en cas de guerre. Bon, Très pointu. Et évidemment, il en faut aussi, si on veut pouvoir affronter certaines situations difficiles qu'on souhaite pas, mais qui peuvent survenir, on sait jamais. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont été connectées à l'université, et la collaboration entre tout ça, ça a donné ce qu'est aujourd'hui le pôle optique à Saint-Étienne, qui est une réussite remarquable. Comment est venue cette idée d'écrire ce livre? Vous aviez envie de laisser un témoignage ou alors vous aviez beaucoup d'archives chez vous? Comment est née la genèse de cette épopée? Écoutez, ça faisait longtemps que mes collègues, avant même que je ne parte à la retraite, me disaient il faudra un jour que tu écrives un livre parce que avec tout ce que tu sais sur l'université, ça serait dommage que ce soit oublié. Je répondais invariablement, je veux pas m'emmerder, excusez-moi, à écrire un livre. Mais c'est très stéphanois comme terme. Et puis, au fil du temps, et je me suis dit que le moment était venu de rendre hommage à cette génération des pionniers qui ont voulu et créer cette université, à la génération des bâtisseurs qui l'ont construite et consolidée, avant que la génération actuelle ne la conduise à la mort, ce qui est son intention malheureusement, et qu'elle ne tombe dans les oubliettes définitivement de l'histoire. Je me suis dit à un moment donné, il faut laisser un témoignage. Alors je ne prétends pas du tout avoir fait un travail d'historien, c'est pas du tout ça, c'est un témoignage personnel qui est contestable, qui peut être critiqué naturellement, et je souhaite même qu'il le soit pour que ça permette un débat public autour de ce qu'a été cette université et de ce qu'elle s'apprête à devenir, c'est-à-dire à aller à la tombe. Donc voilà l'objet, si vous voulez, la motivation de la publication de cet ouvrage. Vous avez dit un mot fort, vous avez dit tombe, on y reviendra tout à l'heure. On va repartir dans le sens inverse, c'est-à-dire par la naissance. Tout d'abord, la préface est de Maurice Vincent, donc c'est tout à fait logique, mais comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez contacté? Là aussi, c'est lui qui a eu envie d'écrire un petit mot sur ce livre? Alors, ça n'a pas été compliqué du tout. Je me suis dit qu'il fallait évidemment qu'il y ait une préface dans l'ouvrage. J'ai pris la liste des présidents et présidentes d'universités toujours vivants. J'ai pris la liste des maires de Saint-Étienne toujours vivants. Un seul cochait les deux cases. Donc, il n'y avait pas photo. Le choix était fait. Et tout de suite, il vous a dit oui? Ça m'a évité de choisir selon d'autres critères plus subjectifs, où on aurait pu me dire pourquoi tu as choisi lui et pas elle, et pourquoi il y a du copinage, etc., etc. Là, c'est purement objectif. Et lorsque je l'ai proposé à Maurice Vincent, il m'a fait le plaisir d'accepter, évidemment, tout de suite. Un livre comme celui-ci, c'est combien en durée? C'est combien de temps de travail, de recherche Alors, si vous voulez, c'est difficile à comptabiliser parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est construit progressivement. Il faut savoir que depuis bientôt 8 ans que je suis à la retraite, l'université me remobilise chaque année à la rentrée pour l'accueil des nouveaux collègues qui arrivent en me demandant si je veux pas leur présenter l'histoire de l'université. Donc ça m'avait amené à faire une certaine mise en forme, si vous voulez. Donc tout était prêt, quoi. De l'histoire. Donc j'avais beaucoup de choses en tête et dans des fiches. Et puis, pour le 50e anniversaire de l'université, l'université m'a fait l'honneur de m'inviter à donner une conférence sur le sujet devant le public de l'université pour tous. Et puis une autre dans le cadre de l'hommage donné à Michel Durafour lorsque la bibliothèque universitaire a pris son nom. Et donc, sur ces entrefaites, l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, qui a été passionnée par le sujet, a eu l'idée de sortir un numéro spécial de sa revue, m'a demandé d'y commettre 2 articles, à la suite de quoi je me suis trouvé assez frustré parce que, vu le nombre de caractères qui m'étaient alloués, l'espace limité faisait que j'avais des tas d'autres choses à raconter et que là, je me suis dit, cette fois, c'est décidé. Tes collègues avaient raison, avec tout ce que tu sais sur l'université, il faut écrire un livre. Vous avez cité Michel Durafour, j'ai vu qu'il est très présent pour cette naissance.
On la situe autour de 1961, la naissance, la genèse, encore une fois, de cette histoire. C'est le premier élément à caractère universitaire qui apparaît à Saint-Étienne en 1961. C'est le collège scientifique universitaire. C'est effectivement le tout début. C'est ce qu'on pourrait appeler la préhistoire de l'université. Et ça va être suivi assez vite par le pendant au niveau littéraire, sous une forme juridique un peu différente. Au début, c'est le Centre d'enseignement supérieur des lettres. Ça veut dire que l'État ne finance rien du tout à ce moment-là. C'est les collectivités locales qui financent tout. Quand on parle de collectivité locale, c'est la ville, c'est le département, la région? Au départ, uniquement la ville. Uniquement le ville. Département. La région, à l'époque, n'existe pas. Pas vraiment. La région prend une consistance, je crois, si mes souvenirs sont bons, à partir de 1966. Oui, ça doit être le tout début de la mise en place des régions, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Non, à l'époque, c'est la ville de Saint-Étienne et le département de la Loire qui financent pratiquement tout, qui fournissent les locaux et qui, je dirais, mettent la main au pot pour avoir une université en espérant qu'elle soit digne de ce nom le plus vite possible. Ce qui va être une longue marche parce que après avoir mis en place ces collèges universitaires en sciences, en lettres, en droit, en sciences économiques, après la création de l'IUT aussi, qui intervient dès 1967, donc avant la création officielle de l'université, il faut que tout ça prenne consistance pour devenir une université de plein exercice. Il y a un personnage, si je peux dire ce mot, une personne forte qui est à l'origine, c'est Rémi Anino. Alors Rémi Anino, c'est un peu la figure emblématique, hein, c'est un médecin, très connu d'ailleurs dans les familles ouvrières, pédiatre. Si je dis pas de bêtises, il y a une rue qui porte son nom du côté de la terrasse. Il y a une rue qui porte son nom près du Cité du Design, du campus universitaire qui jouxte la Cité du Design. Cité du Design, j'ai dit une bêtise. C'est pas la terrasse, c'est la Cité du Design. À proximité d'une autre rue qui porte le nom de Benoît Loras, qui a été un des présidents de l'université aussi. Oui. Alors Anino a secoué un peu cette ville au milieu du XXe siècle, a fait partie de ces esprits éclairés qui pensaient qu'au milieu du XXe siècle, une ville sans université était une ville sans avenir. Il était médecin, donc il était passé par l'université, il savait ce que c'était. Il a convaincu un certain nombre de gens. Il faut citer aussi dans les milieux industriels Joseph Hauptmann, qui était imprimeur, qui a eu un rôle très important aussi dans le développement de la formation continue à Saint-Étienne en créant ce qui s'appelait le CIPL, Centre interprofessionnel de promotion de la Loire, qui a beaucoup œuvré pour l'université. Jean Queneau, qui était le directeur adjoint des établissements Tuan à l'époque, qui était polytechnicien, qui a pris à bras-le-corps le dossier stéphanois au niveau de l'enseignement supérieur, qui a beaucoup fait. Et puis, des journalistes, des avocats, des gens qui étaient passés par l'université, qui en connaissaient l'importance. Parce que, il faut bien le reconnaître, le milieu industriel stéphanois à l'époque, les milieux économiques, demandaient surtout qu'on leur forme de bons ouvriers et de bons techniciens supérieurs. Ils voyaient pas au-delà. C'était une erreur de leur part, c'était un manque de vision. De vision, certainement. Donc, c'est dans les autres milieux que ça a bougé. Un peu aussi dans le monde industriel. Hein. J'ai parlé de Hauptmann, de Queneau, etc. Mais au niveau politique, parce que quand la population veut quelque chose, qu'on sent qu'il y a un besoin, si vous n'avez pas des politiques pour prendre le flambeau et porter le dossier, vous allez pas loin. Vous êtes au niveau des revendications, mais jamais des satisfactions. Donc, le politique qui a saisi ça à bras-le-corps, c'est Michel Durafour. Il était plus jeune que les autres. Ce que j'allais vous dire, est-ce que son âge avait une importance? Il était plus jeune que les autres. Il était plus dans le dynamisme? Bien sûr. Comme il était plus jeune. D'abord, c'était un lettré. Hein, c'était un homme cultivé à titre personnel, ce que ne sont pas tous les hommes politiques. On peut pas leur reprocher. Tout le monde ne peut pas avoir toutes les qualités. Mais Durafour était un lettré, un journaliste, c'est quelqu'un qui écrivait des livres, et il était surtout plus jeune que les autres. Il vivait avec son temps, il vivait pas dans le passé, et il avait compris que Saint-Étienne allait décliner de par ses activités traditionnelles, la mine, le cycle, la métallurgie, le textile, et qu'il fallait trouver autre chose, et qu'on ne trouverait pas autre chose s'il n'y avait pas un terreau enrichi par la recherche. Et c'est pour ça qu'il fallait une université, parce qu'il fallait non seulement former les jeunes, mais il fallait aussi faire de la recherche. Et on a parlé de Michel Durafour, on parle de recherche. Il y a
J'ai perdu le fil du coup. Dans cette naissance, ça a mis combien de temps pour qu'on ait vraiment cette université? Ça a pris plusieurs années. Alors, ça commence au début des années 60 et survient un événement miraculeux, mai 68. Mai 68 a fait gagner, selon moi, au bas mot, 10 ans à Saint-Étienne dans sa quête légitime d'une université de plein exercice. En mai 68, qu'est-ce qui se passe? Pour reprendre le mot de Raymond DeVos, les doyens perdent leur faculté. Les doyens lyonnais, comme les autres. Les doyens lyonnais qui s'opposaient. Ils avaient beaucoup de pouvoir, ces gens-là? Ah ben, c'était les mandarins, c'est ce qu'on appelait les mandarins. Ils avaient tout pouvoir en milieu universitaire. Parce que je vois qu'ils étaient très opposés à l'ouverture de Saint-Étienne. Très opposés. Donc, pour eux, Saint-Étienne, c'était une campagne, c'était quelque chose sans importance? Saint-Étienne, c'était, pour reprendre les mots de Durafour dans ses mémoires, Lyon considérait que Saint-Étienne était son domaine. Oui, je l'ai lu, ça, oui. Et Lyon s'opposait furieusement, là ce sont encore les mots de Durafour, à la création d'un enseignement supérieur à Saint-Étienne parce que ça devait appartenir à Lyon. Alors, faut pas mettre tous les Lyonnais dans le même sac. Certains, la communauté universitaire lyonnaise a toujours été divisée, elle l'est toujours aujourd'hui, et les littéraires, par exemple, étaient assez favorables à Saint-Étienne. Les scientifiques étaient, je dirais, très réticents, voire même hostiles. Et les médecins, par contre, étaient très hostiles. Ceux qui étaient le plus opposés à l'existence d'une université, d'une faculté de médecine à Saint-Étienne, c'était les médecins lyonnais. Ah, les médecins lyonnais. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que il faut se battre pour avoir des étudiants en médecine, il faut se battre énormément pour avoir des crédits pour les laboratoires de médecine et pour avoir des services hospitaliers dignes de ce nom pour soigner la population comme elle doit l'être. Ça existe des investissements fabuleux. C'est le coût de la médecine en France, dont on parle constamment et qui est un sacré problème. Donc, si vous avez un concurrent à 60 km, c'est des crédits qui vont lui arriver, qui tomberont pas chez vous. Je comprends mieux le problème, alors la problématique. Et on avait également quelqu'un qui s'appelait, à l'époque, il n'était pas encore président, je crois, Pompidou, qui n'était pas aussi pour une université à Saint-Étienne. Alors, Pompidou, si vous voulez, vient en décembre 1966 à Saint-Étienne. Durafour, qui m'avait raconté la scène et qui en parle un peu dans ses mémoires, exige de Pompidou, en se montrant assez véhément. Et d'ailleurs, dans mon ouvrage, il y a une photo de Durafour en train de faire cette réclamation qui est tout à fait... Elle a la qualité des photos d'autrefois, mais on voit très bien qu'il a, dans son expression, cette détermination, voire même cette agressivité à l'égard du Premier ministre. Et il exige une université de plein exercice pour son territoire, considérant que l'État ne donne pas à sa ville ce qui lui est dû. Et Pompidou, restant placide, répond « Il n'y aura jamais d'université à Saint-Étienne parce que Lyon est trop proche. » C'est ce que j'ai lu aussi. Donc il avait tout à fait raison, puisqu'il y a bien eu une université qui est née à Saint-Étienne. Eh bien, grâce à mai 68. Parce que si on avait attendu Pompidou seul, on aurait pu l'attendre longtemps. Mai 68 a fait bouger les lignes. Michel Durafour connaissait très bien... Je vous coupe juste en 66 pour resituer. C'est Georges Pompidou. Hein. Oui. Il était Premier ministre. Il était Premier ministre. Il était Premier ministre et lorsque, après mai 68, le général de Gaulle est contraint, peut-on dire, d'appeler Edgar Faure au ministère de l'Éducation nationale parce qu'il sait que Edgar Faure est le seul politique suffisamment habile pour dénouer la crise universitaire. Edgar Faure répond pratiquement à 90% des revendications étudiantes, crée la loi Edgar Faure qui va bouleverser complètement le paysage universitaire en cassant les vieilles facultés traditionnelles, en les obligeant à se rassembler dans des universités nouvelles. Il y a là une voie qui est ouverte pour la création d'une université à Saint-Étienne. Et à une époque où on pensait, c'est dans les débats parlementaires, que la taille idéale pour une université était de 8000 étudiants. À l'époque, dans ces éléments dispersés préhistoriques, entre guillemets, Saint-Étienne en a déjà 3000. Donc elle pense qu'elle peut arriver très vite aux 8000, elle a raison de le penser. Cette université est créée grâce aux excellentes relations entre Durafour et Edgar Faure, grâce aux excellentes relations entre Pierre-Roger Gossin, qui était le directeur du collège littéraire universitaire, et le directeur de cabinet d'Edgar Faure, qui s'appelle Michel Alliot. Et Gossin était doyen de la faculté des lettres de Tananarive, quand Alliot était recteur. Donc les deux hommes se connaissent très bien, se font confiance, s'estiment.
quand Gossin fait une demande à Alliot sait que c'est du sérieux, c'est pas du flan. Donc la création de l'université tient beaucoup à ces 4 hommes, Durafour, Edgar Faure, Gossin et Alliot. Vous avez parlé de 8000 étudiants. Aujourd'hui, on sait à peu près combien il y a d'étudiants sur... À peu près 20 000. À peu près 20 000. À peu près 20 000. Donc c'est une grosse population. Alors. Il y a eu au niveau des effectifs étudiants des phénomènes assez extraordinaires. Il y en a 3000 en 69 quand elle se crée. En 74, 5 ans plus tard, il y en a 5000. Donc ça part pas sur les chapeaux de roue. Hein. Il faudra 15 ans à l'université pour passer de 5000 à 10 000 étudiants. Seulement 5 pour passer de 10 000 à 15 000. Et ensuite 25 pour passer de 15 000 à 20 000. Et là, on arrivait à un socle ou alors on peut encore monter? Bon, on peut toujours monter, mais là, je crois que l'essentiel est fait en termes d'effectifs. Là, maintenant, si vous voulez, il faut jouer sur la qualité. Il faut jouer sur la qualité. La quantité, c'est une chose, mais le plus important dans les études universitaires, c'est la qualité. Et là, on a parlé en début d'émission de se projeter sur l'avenir. Aujourd'hui, on se projette sur quoi quand on voit l'avenir? Vous avez des infos sur les pistes qu'on privilégie pour l'avenir? Alors, l'université de Saint-Étienne ne peut plus cacher elle-même, enfin, l'équipe qui la dirige, ne peut plus cacher, parce que les médias locaux ont découvert le poteau rose, qu'elle avait l'intention de mettre fin à ses jours. Ce qui semble assez surprenant vu son parcours, à un moment où elle est à 2 doigts de l'excellence internationale. Je vous citerai qu'un exemple à ce sujet, la responsable Erasmus de l'Union européenne. Vient de donner une interview récente à un média qui s'appelle EducPro, qui est un média spécialisé dans l'enseignement supérieur, en disant que l'Union européenne souhaite développer sa politique de coopération internationale dans le domaine de l'excellence universitaire. Jusqu'à présent, ils sont intervenus pour mettre en place des diplômes, course dans laquelle Saint-Étienne a été lauréate à plusieurs reprises, et en particulier, ça je voulais le signaler, en 2014, lorsque l'Union européenne crée ce qu'elle appelle des diplômes Erasmus+, diplômes de super prestige, elle annonce que la première année, elle en crée une dizaine pour toute l'Europe. Une seule université en Europe en obtient 2, c'est Saint-Étienne. On peut regarder aux alentours, on n'en trouve pas. Hein. Donc, récemment, elle dit qu'elle veut développer cette politique à des domaines plus larges que la mise en place de diplômes isolés. Elle cite 3 universités en France qui lui semblent proches de la consécration internationale. Parmi les 3, aucune université lyonnaise. Mais elle cite Saint-Étienne, dans le domaine de l'optique précisément. Et c'est à ce moment-là que l'équipe dirigeante de l'université de Saint-Étienne a l'idée saugrenue de vouloir mener cette université à la mort et de léguer toute sa fortune à l'université de Lyon qui n'attend que ça, bien évidemment. Alors pourquoi? Mystère. On va y revenir. On déroule la chronologie. Je reprends votre titre. Vous avez écrit « Une enfance difficile et une adolescence tourmentée de 69 à 87 ». Là, on commence à s'installer et à exister donc. On commence à exister. L'État n'est pas très généreux. Hein. C'est des périodes où l'État finance très peu les universités, ce qui est peut-être une façon sournoise de se venger de mai 68. Les collectivités locales sont là, Dieu merci, en matière de bâtiments, en matière d'aide financière, de subventions. Donc l'université va pas croître et embellir, mais se développer à son rythme, avec une inquiétude majeure qui pèse sur ses épaules, c'est la survie de la fac de médecine, qui est indispensable si on veut avoir une université pleine et entière, qui est indispensable pour la population, parce que je le répète, derrière, il y a l'hôpital. Et cette fac de médecine est toujours menacée par les facultés de médecine lyonnaises, qui n'ont à cœur que de l'avoir supprimée. Elle est née en 87, hein. Je vois sur votre livre, hein. Installation de la faculté de médecine. Elle n'est pas née en 87. Ah non, elle a déménagé en 87. Elle n'est pas née. La première année qui s'appelle PCEM, la première année des études médicales, a été mise en place dès la création de l'université en 69, et la faculté de médecine en tant que telle a été créée début 70, l'année suivante. D'accord. Mais elle a été hébergée pendant toute cette période de façon absolument extravagante dans les locaux de ce qui était prévu au départ, locaux préfabriqués qui étaient prévus au départ pour héberger une école maternelle et qui ont été affectés à la fac de médecine.
Donc évidemment, dans une école maternelle, tous les étudiants en médecine ne peuvent pas tenir. En face de l'école maternelle, il y avait un gymnase que la ville a transformé en amphithéâtre pour les étudiants. Et pour beaucoup de cours, les étudiants en médecine allaient suivre des cours dans les locaux de la fac de droit, de la fac de lettres, de la fac de sciences. Le doyen Christian Cabal, qui était doyen de la fac de médecine à l'époque, disait « Les médecins sont les squatteurs de l'université. Si on n'avait pas nos amis pour nous abriter, eh ben on serait à la rue. » Et ces conditions, évidemment, étaient une fragilisation extrême pour une faculté, et surtout de médecine. Et tant qu'on n'avait pas des locaux en dur, sinon définitifs, mais au moins en dur, elle était menacée. Alors, comme Lyon tirait à vue, on était dans l'angoisse permanente, hein, il faut le dire, et les médecins en premier, naturellement. Et on a eu une lueur d'espoir en 1981. Il s'est passé des choses en France en 1981. Autour du mois de mai? Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 10 mai plus précisément. Un petit peu, ouais. Et dans les jours qui ont suivi, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, nous envoie une lettre, une belle lettre, en disant « J'ai décidé de construire la faculté de médecine à proximité de l'hôpital Nord. » Et quand il dit « j'ai décidé », il a été poussé par quelque chose, par quelqu'un, non? Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait lui le demander. Je crois que malheureusement, il n'est plus en état de répondre, mais il avait pris cette décision parce que lui, en tant que décideur, ça lui semblait absolument normal, indispensable que une fac soit dans ses murs. Donc, on ouvre le champagne à l'université et dès le lendemain, on téléphone au bureau du ministère pour demander quand ça va commencer, quand on va être choisi l'architecte, etc. Et là, les bureaux nous disent, ben oui, on a la copie de la lettre du ministre, il est bien gentil, mais nous, on n'a pas les crédits pour financer. Oui, c'est ça là. On ne peut pas construire tant qu'on n'a pas l'argent pour construire. Et ça dure, et ça dure, et ça repart de plus belle avec la crainte qu'on soit bientôt supprimé. Et les rumeurs alimentées par nos amis lyonnais, ils vont bon train pour nous démoraliser, jusqu'au jour où le maire de Saint-Étienne de l'époque, François Dubanchet, tape du poing sur la table et disent, si l'État n'a pas les moyens de son ambition, moi, la fac de médecine, je la paye. Comme il préside le conseil d'administration de l'hôpital, les choses vont bon train. Il se met d'accord avec René Bardelier, qui était le directeur général de l'hôpital à l'époque. Le bâtiment de pneumologie est sous-employé. Depuis la fin de l'exploitation des mines à Saint-Étienne, il y a moins de cas de silicose, il y a moins de problèmes pneumologiques. Donc, il décide de transférer tout ce qui reste dans un autre bâtiment, de libérer ce bâtiment, de faire des travaux d'urgence, de bâtir à côté une petite rotonde qui abritera au rez-de-chaussée, au premier niveau, la bibliothèque de médecine, à l'étage un amphithéâtre, et ça roule. La légende raconte que le bâtiment est inauguré avant même que le permis de construire soit déposé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait le vérifier, mais en tout cas, Dubanchet a fait vite, et moi je le dis, hein, il a sauvé la fac de médecine de Saint-Étienne. Alors on dit chapeau, monsieur Dubanchet. Là, je crois qu'on peut lui rendre hommage, d'autant plus facilement qu'il n'est plus candidat à rien et qu'on ne peut pas être soupçonné de faire de la politique politicienne. J'en profite pour aussi signaler qu'on est dans une région, vous avez parlé de pneumologie, on a un territoire de mine et d'après ce que j'ai entendu, il a sauvé aussi le reste des bâtiments qui étaient promis à être détruits du côté du musée de la mine. Ah, ça je ne savais pas. On m'a raconté cette histoire qu'on développera peut-être un autre jour. Oui. Juste une petite question technique. Comment on a choisi le lieu de l'université qui se trouve juste en tout centre 2 ça a été une chance historique. Il y avait un terrain libre, il y avait quoi là? Ça a été une chance historique. Vous savez que Victor Hugo disait que quand on ouvre une école, on ferme une prison. Ça, je l'ai lu. Eh ben, dans la Loire, à Saint-Étienne et à Rouen, on a fermé des casernes pour ouvrir des universités. Il y avait à cet endroit-là la caserne Rullière, oui, qui abritait un régiment assez important, jusqu'à ce que, au fil du temps, les moyens militaires aient changé et les besoins aussi, et que cette caserne Rullière, qui était immense, hein, qui est tout le tellement que vous connaissez actuellement, qu'on appelle le campus Tréfilerie, n'abritait pratiquement plus personne. Donc, ça a été une revendication des étudiants, d'ailleurs, en mai 68. Je raconte l'anecdote que je ne vais pas développer à l'antenne. Oui, il faut que les gens aient acheté le livre aussi. Hein. Et il faut aussi, hein, attention, mais ça nous mènerait un peu loin. Mais il y a une anecdote savoureuse sur les revendications des étudiants qui réclamaient les locaux de la caserne pour les besoins futurs de l'université, alors que l'État a cru que les étudiants avaient l'intention d'occuper la caserne, alors ce qui aurait été autre chose. Et donc,
cet endroit ne servait plus à grand-chose au ministère de la Défense. Et Michel Durafour a racheté les locaux à l'État, ministère de la Défense, pour en faire don à l'État, ministère de l'Éducation nationale, pour y construire l'université. Là aussi, c'est un exemple de l'investissement que ces collectivités locales ont mis dans l'université. Il faut y croire. Hein. Et tout ce qui est logement, après, comment ça on fonctionne? Parce que c'est bien d'avoir une université pour étudier, mais il faut loger tous ces gens. Comment on s'y est pris là aussi? On a créé un réseau. Comment tout ce qui est logistique, j'avais envie de dire. Il y a eu un phénomène dès le départ à Saint-Étienne qui était assez intéressant pour le logement des étudiants, qui était au mieux de l'intérêt de tous. C'est que ce dont on fait l'éloge au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau des contacts intergénérationnels, d'une personne âgée qui se trouve avec un appartement maintenant un peu trop grand pour elle, peut louer une chambre à un étudiant ou une étudiante. Ça a été beaucoup fait à Saint-Étienne, dès le départ. Et puis, les œuvres universitaires, qui sont chargées du logement étudiant, de la restauration étudiante, ont construit des cités. Cité universitaire à la Métard d'abord, à la Cotonne, dans le centre-ville, vers Tréfilerie, a construit des cités dans le cadre du service public. Et puis, des promoteurs privés aussi ont construit des résidences pour étudiants avec d'autres types de financement, d'autres coûts, peut-être un peu plus chers pour les étudiants. Mais l'un dans l'autre, il n'y a jamais eu vraiment de très gros problèmes de logement étudiant à Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont appris que toute cette population qui arrivait pour étudier a redynamisé la ville? Alors, des études... des études de commerce, des études de logement... Il y en a eu une assez ancienne qui avait été menée sous l'égide de Khaled Bouabdallah quand il n'était pas encore président de l'université, mais qu'il était déjà, je crois, ma mémoire peut me faire défaut, directeur de l'IAE, de l'Institut d'administration des entreprises, sur l'impact économique de l'université de Saint-Étienne. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, l'étude est un peu ancienne et elle devrait être remise à jour, quoi qu'il en soit, mais c'est énorme, quoi. Si vous comparez l'investissement mis dans une université et ce qu'elle apporte économiquement à son territoire, c'est très rentable. Vous n'avez pas un chiffre de rapport pour qu'on ait une idée? Je vous dirais une bêtise, il faudrait redemander à l'université qui regarde dans leurs archives. Ouais. En 1989, l'université, donc, elle prend le nom de Jean Monnet. Ça s'est passé comment? Très important. Benoît Loras est président. Benoît Loras veut donner un nom à l'université. Ses prédécesseurs aussi avant lui, mais il n'y était pas arrivé. Parce que c'est pas facile, quand vous avez une université pluridisciplinaire, de trouver un nom fédérateur. Alors, c'est au moment où Benoît Loras crée le service communication, que j'évoquais tout à l'heure. Et une des premières tâches que j'ai eues a été de consulter la communauté universitaire pour savoir quelles idées ils pouvaient avoir sur un nom à donner à l'université. Une 60aine de propositions sont faites, 4 émergent. René Cassin, Jules Romain, Honoré Durfé et Jean Monnet. Alors, on prend ces 4 et on reconsulte à nouveau, à un niveau un peu plus institutionnel, les doyens, les directeurs de centres de recherche, et puis à l'extérieur aussi, les milieux économiques, les milieux politiques, les collectivités, les syndicats, etc. On demande à chacun ce que vous en pensez. Et il apparaît que Jules Romain et Honoré Durfé sont des gens très sympathiques, des écrivains qui ont leur notoriété, mais qui plaisent surtout aux littéraires. Ils laissent les autres disciplines froides. Que René Cassin est très connu pour la défense des droits de l'homme, et il est quand même surtout connu dans le milieu juridique, donc il parle pas beaucoup aux littéraires, aux scientifiques, aux médecins. Et que Jean Monnet, qui n'est lié, lui, à aucune discipline, et il a l'image de perdre l'Europe. Ben oui. et l'université, à ce moment-là, sous l'impulsion de Benoît Loras, dit c'est le moment de franchir un palier et de nous faire connaître à l'international. On a déjà fait nos preuves au niveau national. Maintenant, pour une université, l'échelon au-dessus, c'est les relations internationales. Et il apparaît à tous que le nom de Jean Monnet est le plus porteur pour ça. Je contacte l'association des amis de Jean Monnet parce que Jean Monnet n'a pas laissé d'enfants. Si vous voulez, il n'y a pas de famille qu'on aurait pu appeler pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous seriez d'accord. L'association des amis de Jean Monnet est absolument enthousiaste à l'idée que l'université de Saint-Étienne prenne le nom de Jean Monnet, et le conseil d'administration de l'université entérine ce choix à la quasi-unanimité. Voilà, ça a été une étape très importante parce que
Il fallait avoir du culot à l'époque pour une université assez jeune comme Saint-Étienne, 20 ans, de prendre le nom d'un homme pareil, parce que pour elle, c'était un challenge. Ça voulait dire maintenant, il faut qu'on tienne la route. Maintenant, il faut qu'on fasse nos preuves à l'international, sinon on va passer pour des rigolos. Et là, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que ce challenge-là, Saint-Étienne l'a non seulement relevé, mais qu'elle l'a gagné. On va finir l'émission avec cette fameuse fusion de Lyon. Mais en 92, il y a la création aussi de l'UT de Roanne. Quand on parle de Roanne, ça dépend de qui? Alors, c'est indépendant, ça dépend de Lyon, ça dépend de Saint-Étienne? C'est un IUT de plein exercice autonome par rapport à l'IUT de Saint-Étienne, ouais, mais qui dépend, comme l'IUT de Saint-Étienne, de l'Université de Saint-Étienne. Très bien. Là aussi, ça a été une grande bataille pour l'obtenir, mais là, on n'a pas le temps d'en parler à l'antenne. Raison supplémentaire pour acheter le livre. Voilà. D'ailleurs, comment on fait pour acheter le livre? Il est disponible dans toutes les bonnes librairies stéphanoises? Alors, écoutez, il est toujours disponible en souscription auprès des actes graphiques. Benoît Aubin est éditeur à Saint-Barthélemy-l'Estrat. Jusqu'à la fin du mois de juin, il est en souscription. Je sais que Benoît Aubin est en train de faire la tournée des librairies là pour en laisser des stocks un peu de partout. Donc, il est effectivement disponible dans toutes les bonnes librairies. Si vous allez dans une librairie où il n'y est pas, dites-vous que c'est peut-être pas une bonne librairie. On peut également peut-être le commander sur Internet, non? Il faut imprimer. Oui, on peut sur le site des actes graphiques, on peut imprimer le bon de commande et puis le retourner par la poste avec le chèque correspondant. Ça veut dire qu'on va vous voir sans aucun doute, à mon avis, si tout se passe bien par rapport à cette fameuse épidémie, à la fête du livre au mois d'octobre, alors. Alors, si la fête du livre a lieu. Elle aura peut-être lieu sous une autre forme. Si la fête du livre a lieu, parce que ce livre, vous le voyez, est coédité avec l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, qui, elle, sera présente de toute façon à la fête du livre. Ils y sont chaque année, si elle a lieu, et qui a son stand d'ailleurs en général à côté de celui de l'université, donc ça tomberait très bien. Donc on ne pourra pas vous rater. Donc là, normalement, j'y serai si je ne suis pas rattrapé par le Covid. On va pas dire qu'il faut croiser les doigts, mais on verra bien ce qui va se passer dans le futur. Gros sujet, donc je l'ai dit au début de l'émission, tout le monde en parle, les politiques, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui demande quoi, on ne sait pas pourquoi. Déjà, on sait que de nombreuses personnes qui ont fait des fusions avec Lyon regrettent. Je pense notamment à la CCI, quand on a eu M. André Mounier il n'y a pas très longtemps à ce micro. On a eu le professeur, le doyen même, Queneau, qui nous a dit que, vous me l'avez confirmé, il me l'a dit aussi par téléphone, si on fusionne, il fait la grève de la faim. Oui, donc pourquoi il sera peut-être pas le seul d'ailleurs. Pourquoi ça déclenche tant de choses, cette fusion? On se fait manger, on meurt, c'est ça vraiment le mot du mot? Nos amis lyonnais ont une qualité, ils sont pas hypocrites. Ils jouent au franc jeu. Ils affichent clairement leur intention dans cette affaire d'annexer l'université de Saint-Étienne, de l'absorber, pas du tout de faire alliance sur un pied d'égalité. La preuve, je vous l'apporte, c'est leur refus obstiné d'associer le nom de Saint-Étienne à celui de Lyon. Il est hors de question pour eux que la nouvelle entité s'appelle Université de Lyon-Saint-Étienne ou Université de Saint-Étienne-Lyon. C'est vrai que notre nom est plus long, donc on va les manger. Là. Ils veulent que ça s'appelle Université de Lyon tout court. Ils n'ont pas l'intelligence qu'ont eu les Marseillais, qui depuis longtemps associent Aix-en-Provence. Il y a depuis longtemps, et ça va perdurer, une université d'Aix-Marseille. Ça n'a jamais mangé le pain des Marseillais. Ça a mis les Aixois à juste titre à l'honneur pour ce qu'ils apportaient dans la corbeille de la mariée. Ça, Lyon s'y refuse. C'est la preuve évidente. Qui ne comprend pas ça a vraiment un problème de compréhension, que Lyon veut annexer l'université de Saint-Étienne. Quel est le but? Ils y gagnent quoi, les Lyonnais? Plus de crédit, plus de... La politique actuelle du ministère, si vous voulez, qui à mon avis est assez contestable parce qu'elle repose sur un mauvais fondement, dit aux universités françaises, pour être vu, soyez obèses. Quel est le problème? Le ministère apporte une mauvaise solution à un vrai problème. Le vrai problème, c'est l'insuffisante visibilité internationale des universités françaises, qui apparaît dans tous les classements internationaux, surtout celui de Shanghai dont on parle périodiquement. Et la solution qu'a trouvée le ministère, pour être vu, devenez obèse. C'est-à-dire, mangez-vous mutuellement pour que le survivant soit plus gros qu'avant et plus gros que les autres.
Ça, c'est stupide. C'est pas parce que vous devenez obèse que vous êtes plus fort. N'importe quel médecin de quartier vous dira qu'au contraire, c'est un facteur de fragilité. Et on va construire des usines à gaz dont la Cour des comptes, dans 10 ans, risque fort de constater qu'elles auront en réalité fonctionné comme des pompes à crédit, des pompes à subvention, mais qu'elles n'auront pas rendu au total l'université française plus performante. Le service que peut-être même elles l'auront affaiblie. Alors, le deal pour cette fameuse université de Lyon qui prétendait tout manger autour d'elle, c'est ça, c'est faire partie des gros, faire partie des obèses et être vu internationalement en ayant de gros crédits de l'État, tant que l'État pourra donner des crédits. Parce que vu l'état des finances publiques au jour d'aujourd'hui, avec l'endettement qu'on connaît en quelques mois grâce à l'épidémie qu'on vient de connaître, je suis pas sûr que les universitaires qui escomptent des grosses subventions, même dans des grosses structures, dans les années qui viennent, aient satisfaction. J'ai bien peur qu'ils ne se retrouvent le bec dans l'eau. Mais ce schéma-là, personnellement, je le trouve stupide. Je pense pas que ce soit la voie de l'excellence. Il y a une autre voie qui est ouverte, précisément par l'Union européenne, que j'évoquais tout à l'heure. Et pour moi, la solution pour Saint-Étienne, ça ne serait pas de se laisser manger par Lyon, c'est de faire alliance avec des universités étrangères. Dans les créneaux où nous sommes déjà bons, je parlais de l'optique, la médecine du sport, le droit, d'autres domaines, chercher dans tous ces domaines par-delà les frontières, parce que la science ne connaît pas de frontières. Quels sont nos meilleurs partenaires potentiels? On fait alliance avec eux, on ne se met sous la coupe d'aucune. Parce que l'intérêt, quand vous avez 4 ou 5 alliés, vous n'êtes dépendant d'aucun. C'est des partenariats. C'est un partenariat. Vous êtes maître de votre destin. C'est ça la solution pour Saint-Étienne. Et ça, l'Union européenne est prête à financer ce genre de coopération. Et si on présente ce projet-là aux collectivités locales, je suis persuadé qu'elles disent banco. Qui va décider au final? C'est l'État? Alors, c'est la le décision ministre qui concerne l'avenir de l'université de Saint-Étienne, mais bien au-delà, l'avenir de tout Saint-Étienne et de toute la région stéphanoise, assez curieusement, ne va pas être prise au conseil municipal, ni au conseil métropolitain, ni au conseil départemental. Elle va être prise par une assemblée obscure aux yeux des Stéphanois, puisqu'ils n'en connaissent pas les membres, ils les ont pas élus, naturellement, ils les connaissent même pas, ils connaissent sans doute pas leur nom, ils peuvent pas suivre leurs débats, puisque les débats ont lieu à huis clos. Cette assemblée, c'est le conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne. Il doit se réunir le plus vite possible. Le ministère met la pression à Saint-Étienne pour que Saint-Étienne se fasse harakiri le plus vite possible. 30 septembre, j'ai vu. Et qu'on n'en parle plus. Alors, d'après un courrier du ministère qui circule un peu sous le manteau, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit l'université de Saint-Étienne qui ait donné officiellement la teneur du courrier et l'info. J'ai pas l'impression. Je ne sais pas comment l'information a été inventée. Et donc, le ministère exigerait que ce soit fait avant le 30 septembre, mais ça peut être fait demain. Ça peut être fait demain, ça peut être fait avant le deuxième tour des municipales, ça peut être fait au lendemain. Il y a des gens qui sont pressés, en tout cas, visiblement. Vous avez parlé des municipales. Est-ce que les politiques, ils ont un rôle à jouer, bien évidemment, mais est-ce qu'ils ont un rôle de décision, de changer les choses? Alors, on leur demande en général. Ils sont concernés, je dirais, au premier chef en tant que représentants du peuple, puisque ce sont eux qui représentent légitimement la population. Et malheureusement, je dirais, au niveau de la décision, ils pèsent assez peu. Le maire de Saint-Étienne, par exemple, dispose d'une seule voix au conseil d'administration de l'université. Sur combien? Une trentaine. Ah oui, d'accord. C'est pas beaucoup. Il pèse pas plus dans l'urne qu'un représentant étudiant. Alors évidemment, s'il prend la parole en conseil, je pense que sa parole doit porter plus que celle d'un élu étudiant. S'il prend sa parole publiquement dans les médias, aussi. Parce qu'un étudiant qui voudrait s'exprimer dans les médias, d'abord, il faudrait qu'il arrive à le faire. Le maire de Saint-Étienne peut le faire très facilement. Donc, il a son mot à dire, ça c'est certain, il doit le dire. À mon avis, nos élus doivent porter haut et fort le drapeau de l'identité stéphanoise, qui tomberait dans le caniveau si l'université de Saint-Étienne était éliminée. Notez que Saint-Étienne serait rayée de la carte universitaire. Un décret est déjà en préparation en disant l'université de Saint-Étienne est supprimée. Et en listant tous les textes où figurent les mots université de Saint-Étienne en disant c'est supprimé, c'est supprimé, c'est supprimé. Donc, pour Saint-Étienne, ce serait une humiliation, mais incroyable, après les efforts que cette région a fait pour se doter d'une université
les efforts qu'elle fait depuis plus d'un demi-siècle pour l'entretenir, la région se saigne aux 4 veines pour l'université de Saint-Étienne. Et l'université de Saint-Étienne va lui claquer dans les doigts pour se donner à Lyon? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on a, je vous vois très pessimiste, est-ce qu'on a un espoir qu'il y ait une machine arrière? Alors, si vous voulez, le seul espoir possible, c'est dans une prise de conscience des membres du conseil d'administration de l'université. C'est à eux de voir s'ils ne voient que leur intérêt personnel à court terme, parce que sans doute leur fait-on miroiter des crédits supplémentaires qui seraient en quelque sorte le prix de leur trahison, et pas seulement leur intérêt à long terme, parce que souvent les gens ne voient que le court terme sans se rendre compte qu'ils sont leurs propres ennemis s'ils considéraient leur intérêt à long terme, mais quelque chose qui aujourd'hui doit faire rire tout le monde, l'intérêt des générations futures. Que les gens qui vont prendre cette décision pensent d'abord aux générations passées, aux efforts qu'ils ont faits pour que cette université existe, et aux générations futures, qui auront besoin d'avoir à Saint-Étienne une université forte qui défende les intérêts de Saint-Étienne et qui ne défende pas les intérêts de Lyon. Et c'est tout notre territoire qui est en jeu, un peu, j'ai envie de vous Absolument. dire, parce que si on a 20 000 étudiants qui disparaissent, j'imagine qu'économiquement, ça va faire du mal, encore une fois. Ils disparaîtront pas, si vous voulez. Les étudiants eux-mêmes ne disparaîtront pas, ils resteront sur place, ils seront étudiants de l'Université de Lyon, les personnels seront personnels de l'Université de Lyon, mais ce qui va disparaître, c'est le pouvoir de décision local, pouvoir de décision stéphanois. On sera plus des décideurs, mais des suiveurs. On sera des suiveurs, on ne sera plus une locomotive, on sera des wagons, et lorsqu'il faudra acheter des wagons tout neufs, comme dans le réseau de transport en commun ou à la SNCF, les wagons tout neufs, ils ne seront pas localisés à Saint-Étienne, ils seront localisés à Lyon. Ils seront à Lyon. Très bien. Un mot à rajouter dans ce combat. Est-ce qu'on peut aller chercher des soutiens quelque part? Est-ce qu'on peut mobiliser des gens? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour prendre ce problème à bras-le-corps et le faire basculer dans le bon sens stéphanois? Écoutez, ce qui manque là jusqu'à présent, c'est la sensibilisation de l'opinion publique, puisque tout s'est fait dans le secret pas le plus absolu, parce qu'il y a toujours des informations qui arrivent à filtrer un peu, mais tout s'est fait sans qu'on demande aux Stéphanoises et aux Stéphanois ce qu'ils ont envie de faire de leur avenir. C'est certainement pas l'université qui leur l'a demandé. C'est peut-être pas son rôle d'ailleurs, c'est à nos collectivités, à nos élus de le faire. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une grande sensibilisation des citoyens et qu'on demande, sous une forme ou sous une autre, et pourquoi pas un référendum local à titre purement informatif, sans aucune valeur juridique, qu'on demande aux Stéphanois, est-ce que vous voulez garder l'université de Saint-Étienne ou est-ce que vous voulez la donner à l'université de Lyon? Là aussi, pour voter, il faut avoir quand même tous les éléments. Et je pense que la plupart des Stéphanois n'auront pas tous les éléments que vous venez de nous expliquer. Oui, alors ça serait le rôle des médias, justement, peut-être, de les informer, de les sensibiliser, de leur faire connaître les tenants et aboutissants de l'opération. Très bien, écoutez, Jean-Luc Fourie, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que cette émission, elle est diffusée tous les soirs du lundi au vendredi à 19h15 sur la web radio de Droit Citoyen. Elle est également disponible sur tous les réseaux. Alors parfois, j'ai eu quelques retours, on me dit que la technique est pas bien bonne du côté des réseaux. Mais si vous voulez avoir l'original est sur YouTube et l'original est également sur la web radio. Là, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de zozotement et tout est bon. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, Jean-Luc Fourie, merci beaucoup. J'espère vous retrouver très, très, très rapidement dans les semaines qui viennent pour ce combat. Merci à vous. Et puis, vous recroiser. Encore une fois, merci beaucoup pour ce livre. Et puis, je fais un petit clin d'œil à un ami qui s'appelle Jérôme Sagnard, qui m'a dit qu'il le voulait absolument pour pouvoir en faire la chronique sur son site. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Rendez-vous avec tout Gilles Charles.